Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons bien sûr vous parler de la CSRD et nous allons vous parler d'une enquête que nous avons menée auprès d'entreprises où on a cherché à savoir si elles étaient prêtes. Et donc, on va vous donner les premiers résultats aujourd'hui. Et d'abord, on va se présenter. Donc moi, je suis Arnaud Bergerot, je dirige Goodwill Management, cabinet de conseil en RSE en développement durable qui fait partie du groupe Baker Tilly. Bonjour à tous, Delphine Leduc. Donc moi, je suis associée chez Baker Tilly, expert comptable et commissaire aux comptes. Et depuis un an, je suis complètement dédiée à ces sujets de durabilité. Et donc j'ai pris la direction du pôle réglementaire RSE chez Baker Tilly. Donc quelques mots sur notre organisation, sur le pôle RSE de Baker Tilly. Trois grands métiers, l'audit, le conseil, les logiciels. Donc l'audit est porté par la marque Baker Tilly et en particulier par Delphine. De mon côté, le volet conseil avec la marque Goodwill Management. Et également, le groupe Baker Tilly a fait l'acquisition d'Acte 21, un éditeur de logiciels spécialisé dans l'ESG et la RSE. Donc voilà les trois métiers qui sont représentés au sein de notre pôle. Et la particularité de Baker Tilly, c'est que c'est un cabinet indépendant, mais qui fait partie d'un réseau, un réseau de cabinets indépendants à travers le monde. Donc il y a 145 pays et vous allez voir que ça nous a été utile pour mener notre enquête et pour aller mobiliser davantage d'entreprises en Europe. Mais pour commencer, je te laisse la parole, Delphine, pour que tu nous parles des dernières nouvelles de la CSRD. Merci Arnaud. Donc là, l'objectif, c'est pas de faire une conférence sur ce qu'est la CSRD. Il y en a déjà beaucoup et on a vu déjà beaucoup de choses passer ces derniers mois. Là, c'est simplement de faire un bref rappel, sans rentrer dans le détail, des dates clés. Et s'il y a 3 dates à retenir, c'est que ceux qui, il y a encore un an, étaient sceptiques sur le passage de la CSRD sur le fait que ce soit acté, il n'y a plus de sujet puisqu'en décembre 2022, elle a été publiée au journal officiel de l'Union européenne, donc il n'y a plus de débat. Une directive, on sait que ça doit être transposé dans le droit des États membres, donc elle n'est pas encore transposée dans le droit français, ça devrait l'être d'ici la fin de l'année, la fin 2023, puisque de toute façon les premières seront concernées en 2024, les premières entreprises, donc il faut que ce soit transposé d'ici la fin de l'année. Et l'autre date clé qu'il faut retenir, c'est que vous savez que cette directive a mandaté l'EFRAG, l'organisme normalisateur conseil, pour établir des normes d'application pragmatique pour les entreprises. Ces normes, après de nombreuses consultations, des exposés sondages, voilà, il y a eu de longs mois d'échanges, elles ont beaucoup bougé en un an. Et là, ça y est, le 31 juillet 2023, elles ont été publiées, adoptées par la Commission européenne et elles devraient être publiées d'ici la fin de l'année, une fois que le Parlement et le Conseil européen auront donné leur go, ce qu'on espère de tout cœur pour qu'elles soient, dès la fin de l'année, applicables directement dans le droit des États membres, puisque les normes, là, ce sont des règlements, et un règlement est directement applicable, n'a pas besoin d'être transposé. Donc voilà pour les dates clés à retenir. Les normes, sans rentrer dans le détail, je ne vais pas représenter, mais c'est simplement que c'est bien d'avoir toujours ce schéma en tête. Les fameuses normes d'application pragmatique développées par l'EFRAG sont au nombre de 12. 2 normes transversales, 10 normes thématiques, 5 normes sur l'environnement, 4 normes sur le social, 1 norme sur la gouvernance. Là, l'objectif, c'est simplement de faire un focus sur les dernières évolutions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, souvent, ces normes font peur en disant mais on va avoir un nombre incroyable d'informations à publier. Les entreprises prennent souvent peur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces normes, on devra communiquer dessus que si elles sont matérielles. Donc, aucune norme n'est obligatoire en dehors de la norme ESRS 2, qui est la norme transversale, donc qui est applicable à l'ensemble du rapport, qui donne les principes généraux. Mais toutes les autres normes seront soumises à l'analyse de matérialité. La seule contrainte que vous aurez dans le rapport de durabilité, c'est que vous devrez justifier pour le changement climatique pourquoi, si vous ne publiez rien, vous ne publiez pas d'informations sur le changement climatique, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi cette norme n'est pas matérielle? Pour les autres, ce sera à voir avec l'auditeur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de justification à donner dans le rapport, mais vous devrez, par contre, évidemment, justifier les raisons pour lesquelles vous ne publiez pas d'informations, mais
Ça, ce sera, on va dire, dans le cadre des audits dont les entreprises bénéficieront. Hop, je passe un peu. Si on fait un focus sur les derniers allègements, puisque, comme je vous le disais, il y a eu beaucoup d'échanges ces dernières années avant d'arriver à un acte délégué définitif pour les normes ESRS. Et si on devait donner quelques éléments récents qui ont permis encore d'alléger les contraintes pour les entreprises, puisque c'était une volonté de la Commission européenne de diminuer un petit peu encore les contraintes qui étaient jugées un petit peu trop volumineuses dans les premiers jeux de normes. Donc, si je devais donner quelques points, donc déjà, on nous demande souvent, est-ce qu'il faudra une information comparative la première année? Non, ce ne sera pas obligatoire. La première année, on donnera simplement les informations de la première année. Et après, on a deux types d'allègements, certains qui concernent toutes les entreprises. Donc, si je dois en citer un qui est important, c'est qu'on sait qu'on va devoir communiquer demain sur les effets financiers du changement climatique notamment, mais aussi des autres sujets environnementaux sur la performance de l'entreprise. On va devoir donner des impacts financiers. Et là, il y a eu un allègement qui laisse une année de plus aux entreprises pour communiquer ces effets financiers et même jusqu'en année 3 pour pouvoir... jusqu'en année 3, on pourra donner que des informations qualitatives sur ces effets financiers. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément un chiffre, mais on pourra donner des tendances. Pour les entreprises de moins de 750 salariés, c'est pareil, il y a eu des allègements puisque ce seront les nouvelles entreprises qui seront concernées par ce rapport. Donc si on doit en donner deux, on va dire, il y a le scope 3, dans les émissions de gaz à effet de serre, vous savez qu'il y a 3 scopes. Eh bien, le scope 3 ne sera pas obligatoire la première année. Et pour les normes qui concernent la biodiversité et les normes sociales qui concernent les travailleurs au sein de la chaîne de valeur, les communautés affectées et les consommateurs et utilisateurs finaux, c'est pareil. Les 2 premières années, on ne sera pas obligé de publier sur ces normes-là, toujours pour introduire la progressivité dans l'application de la directive et des normes SRS. Donc voilà, c'était simplement pour faire un bref rappel des dernières nouveautés concernant la CSRD. Et Delphine, j'ai une question, je peux te la poser. Avec sur la dernière partie, même si on les considère comme étant matériels, on est autorisé à ne pas faire de reporting. C'est ça, exactement. Okay. Merci pour cette pédagogie, parce que c'est assez compliqué. Je pense qu'il va falloir qu'on se le répète de nombreuses fois. Et donc, les résultats de cette enquête qu'on a menée auprès des entreprises, donc je vous le disais, on s'est appuyé sur ce réseau Baker Tilly. Donc, on a échangé avec nos confrères espagnols, italiens et néerlandais. Et on a choisi de mener cette enquête ensemble. Donc, elle n'est pas tout à fait finalisée. Donc là, il n'y a pas encore un beau document packagé, mais on a déjà quelques chiffres. Et donc, on voulait vous les présenter. Le document, il sera disponible probablement tout début novembre. Et donc, ça, c'est le visuel un peu du questionnaire et de l'enquête qu'on a envoyé. Qu'est-ce qu'on a comme premier résultat ? Alors d'abord, quelques éléments sur les répondants. On a eu près de 300 répondants dont 70% sont effectivement soumis à la CSRD. Donc on a eu, et dans ces 70%, il y a une grande partie ici qu'on appelle les new joiners, donc c'est-à-dire ceux qui vont finalement découvrir le rapport extra-financier avec la CSRD. Donc 70% de questionnaires d'entreprises et de réponses qui ont été particulièrement intéressantes. Et puis on a couvert près de 14 pays européens avec beaucoup d'entreprises françaises et italiennes. On leur a posé déjà pour commencer une question simple. Connaissez-vous la CSRD ? Connaissez-vous la CSRD ? Là, tout le monde, 305 répondants. Eh bien, on voit qu'il y a près de 60% qui nous disent pas du tout ou un peu. Donc, concrètement, on ne sait pas encore trop ce que c'est la CSRD. Et puis, il y a 11% de répondants qui ont dit oui, moi, je la connais très bien. Et vous allez voir que ce 10% environ, c'est ceux qui sont vraiment au top sur le sujet. Et ça reste assez constant dans toute l'étude. Quand on leur a demandé, et alors, vous attendez quoi de la CSRD ? Donc, de façon assez classique, structurer les process internes, améliorer le niveau de l'information disponible. En plus, on va pouvoir se comparer, ça va être super intéressant. Mais on voit que déjà, ils se disent, ah oui, mais en fait, c'est pas que une norme, c'est pas que du reporting, c'est pas que des chiffres, ça va aussi m'aider à structurer et à renforcer la résilience de mon entreprise. Autre question qu'on a posée à tout le monde, enfin ici que à ceux qui sont soumis à la CSRD, donc aux 70%.
On leur a demandé comment ils s'auto-évaluaient leur niveau de maturité avec une note allant de 1 à 5. 1, maturité très faible, 5, maturité très bonne. Et donc là, vous voyez, on l'a posé la question selon 4 critères, hein. Les processus de communication et de publication, le système de reporting, l'analyse de matérialité, la gouvernance et l'organisation ESG qui vont avec. Et donc, vous voyez que les gens qui s'estiment avoir une maturité très bonne ou bonne, ben, ils sont assez peu nombreux et on retombe à peu près sur cette dizaine de pourcents qui sont vraiment prêts, ceux qui sont vraiment à la pointe sur le sujet. Au total, hein, en moyenne, ça fait 13% qui estiment être prêts. Donc dans prêt, on a mis bonne et très bonne maturité. 13% qui s'estiment être prêts, mais c'est quand même, ça interpelle. Hein, il y en a à peu près 30% qui sont vraiment très mauvais surtout, quoi. Donc les entreprises ne sont pas encore pleinement saisies du sujet et il y a encore un peu de boulot à mener dans les tout prochains mois. On est allé un petit peu plus loin. Et on leur a dit, OK, mais qu'est-ce que vous mettez en œuvre à l'heure actuelle ? Sur l'environnement, des choses assez classiques, mais les chiffres nous permettent en tout cas reflètent vraiment nous ce qu'on voit avec nos clients. Il y en a 63% qui nous disent j'ai fait mon scope 1 et mon scope 2. Dès qu'on s'intéresse au scope 3, hop, on en perd 20 points de pourcentage, donc on est à 43%. Dès qu'on veut avoir une trajectoire bas carbone, on tombe à 32%. Et puis bon, la biodiversité, c'est assez émergent pour tout le monde. On commence à peine et il n'y a que 6% qui se sont saisis de ce sujet. Sur le social, sur la gouvernance, ils sont un petit peu plus nombreux à avoir mis quand même pas mal de choses en place. Et donc maintenant, on va utiliser ces premiers résultats pour essayer de vous présenter des leviers d'action, 4 grands leviers d'action que les entreprises peuvent mettre en œuvre assez rapidement pour progresser dans la CSRD. Donc là, sur cette partie, ce qu'on va faire avec Delphine, c'est que je vais vous présenter les résultats de l'étude et puis Delphine nous fera part de ce qu'elle rencontre au quotidien avec les clients qu'on accompagne actuellement. Donc, quel levier pour s'y préparer ? Donc, premier levier d'action, eh bien, c'est au sujet de la gouvernance et de l'organisation. Vous voyez, là, je fais le zoom sur 2 questions. Les sujets, qui portent les sujets de durabilité ? Eh bien, on voit que c'est près de la moitié, c'est à la RSE et un tiers à la finance. Ça, c'est quand même un mouvement qu'on voit assez fortement actuellement. On était assez surpris que la finance ait pris tant de place. Et autre point, les sujets de durabilité sont-ils représentés et traités au niveau de la gouvernance ? Eh bien, on voit qu'il y a par exemple que la moitié des répondants, donc là c'est les répondants qui vont être soumis à la CSRD, pour la moitié d'entre eux seulement, le CODIR est en charge de mettre tout ça en place, quoi. Donc là, ça nous a quand même posé beaucoup de questions. Toi, qu'est-ce que tu vois, Delphine, concrètement sur la gouvernance ? Oui, sur la gouvernance, en fait, ce que je peux dire, c'est que les premières questions qu'on a là, dans les accompagnements qu'on peut démarrer avec nos clients, c'est mais à votre avis, qui doit porter le sujet de la CSRD ? En fait, ils sont un peu perdus. Tout le monde n'a pas de service RSE, donc ils nous disent c'est la finance, c'est le service RH. En fait, on ne sait pas trop. Mais la question est bonne et la réponse, de toute façon, elle n'est pas binaire puisque c'est un sujet très transversal qui mobilise énormément de services au sein de l'entreprise. Donc, il n'y a pas une bonne réponse. Donc déjà, ça traduit réellement la réalité, les résultats de l'enquête. Le deuxième point, c'est que moi, je fais des vérifications de DPEF et parfois, j'ai des personnes en face de moi qui sont extrêmement motivées, qui ont envie de faire plein de choses et qui me disent « bah ouais, mais moi, ma gouvernance, c'est pas leur truc, c'est pas leur priorité. » Donc en fait, ils ont beau être super motivés, il se passe rien. Donc de toute façon, la CSRD, c'est bien pour ça qu'elle met la gouvernance au cœur de son dispositif parce que on sait bien que rien ne se passera si la gouvernance n'est pas moteur sur ces sujets-là. On peut se dire que j'enfonce une porte ouverte, sauf que la réalité, elle est quand même assez différente sur le terrain, parce qu'on voit bien, et les résultats le montrent, c'est qu'on n'a que 55% aujourd'hui qui se sont vraiment emparés du sujet. Et juste pour faire le lien avec les normes, on voit qu'on a 2 normes. La norme ESRS 2, c'est une norme qui nous dit que pour tous les sujets de durabilité, l'entreprise devra expliquer comment la gouvernance s'est emparée du thème. C'est-à-dire qu'on parle du changement climatique, de la biodiversité, de la conduite des affaires. On doit expliquer comment la gouvernance s'est emparée de ces sujets-là. On a une norme dédiée qui s'appelle le SRS G1, qui est
vraiment lié à la place de la gouvernance, à la façon dont la gouvernance s'emparer des sujets de corruption, d'éthique, de conduite des affaires. Donc aujourd'hui, on a un vrai sujet de sensibilisation de la gouvernance et surtout de responsabilisation, parce que demain, les rapports ils seront publiés de manière informatique. L'information, elle sera taguée, il y aura une taxonomie digitale. Donc il y aura aussi une exposition beaucoup plus forte qu'aujourd'hui avec les rapports, avec les DPEF. Et donc il y a vraiment un enjeu de notoriété, d'image que devra assumer la gouvernance en cas de rapport qui serait voilà, plus ou moins fiable. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui doit s'intensifier et qui aujourd'hui qu'on doit accompagner, voilà, qu'on est en train d'accompagner. Ensuite, deuxième levier d'action, on a demandé ici quels étaient les standards ESG ou RSE qui étaient utilisés dans les entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir que, alors c'était là une réponse à choix multiples, je pense, mais en gros, un tiers nous disent on utilise les ODD, l'ISO 26001 tiers, les agences de notation, et puis ensuite viennent le GRI, le Global Compact, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que finalement, il y a un socle déjà pour toutes ces entreprises d'utilisation de référentiels RSE. Là où parfois elles peuvent se sentir un petit peu perdues, en fait, ce socle, ça peut les aider à se structurer probablement. Exactement. Les questions aussi qu'on a, c'est oui, alors nous, on est déjà labellisé Lucie, on se base sur le référentiel GRI. En fait, on nous remet encore une couche avec la CSRD, il va falloir refaire une démarche. Donc finalement, ce qu'on dit aux entreprises, c'est que la CSRD, c'est quoi? Elle impose un rapport de transparence. Donc finalement, tout ce que l'entreprise aura déjà entrepris comme démarche basée sur des labels volontaires, basée sur des référentiels internationaux, ben c'est plutôt une très bonne nouvelle, puisque ça va vraiment être pour nous une base très solide pour justement faire ce qu'on appelle le gap analysis et pouvoir dire bon, bah, on va partir de l'existant et on va pouvoir raisonner par différence et capitaliser donc sur toutes ces démarches. Donc, ce qui peut sembler... en fait, la CSRD va avoir le mérite de justement fournir un référentiel unique, normé, structuré, là où avant on avait plein de référentiels. Et donc ça va vraiment permettre de structurer l'information, mais tout en capitalisant sur toutes les démarches déjà entreprises. La CSRD, c'est un rapport de transparence, c'est un rapport qui doit dire ce qu'on fait. Donc tout ce qui est déjà fait par l'entreprise, c'est que du plus. Donc nous, on va vraiment se servir de ça pour surtout ne pas refaire évidemment ce qui est déjà en place. Ensuite, troisième grand levier, le sujet de la double matérialité. Tu en as déjà parlé tout à l'heure et de son importance, hein, mais je pense qu'avec justement les dernières décisions qui ont été prises au niveau de l'EFRAG, ben ça assoit le rôle de la double matérialité. Là, à nouveau, quelques questions. À quel point êtes-vous familier avec l'analyse de double matérialité? Bon, il y en a 11% qui ne sont pas rendus. Ne sait pas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y en a à peu près 16% qui disent moi, je fais déjà de la double matérialité by the book, comme demandé dans la norme. Il y en a encore à peu près 25% de plus ici qui nous disent moi, c'est plutôt de la simple matérialité, mais en tout cas, j'ai commencé à le faire. Donc, voilà, on voit qu'ici, il y en a à peu près, ça doit faire 40%, à peu près 40% qui ont pris en main la double matérialité. Mais clairement, il n'y a pas vraiment de choix. Au 1er janvier 2025, c'est 100%, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, il va falloir accélérer là-dessus. Et ensuite, sur l'implication des parties prenantes, Delphine, tu me corriges si je me trompe, mais même si les normes n'obligent pas à consulter ces parties prenantes, ça va être quand même intéressant de le faire. On voit qu'il y en a 4% qui intègrent vraiment fortement la consultation des parties prenantes dans tous ces process. Et ça va être intéressant de le faire, pour s'ouvrir à ces parties prenantes et comprendre vraiment ce qu'elles souhaitent et ce qu'elles attendent de nous, mais aussi pour parler à son auditeur et pour arriver à justifier certains choix de matérialité ou de non-matérialité qui ont été faits. Exactement. En fait, l'analyse de double matérialité, je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est le sujet qui revient aussi beaucoup parce que ça suscite autant d'interrogations que de craintes par les entreprises. En fait, c'est aussi beaucoup de questions qu'on a. C'est mais comment concrètement on met en place une analyse de double matérialité?
On voit que conceptuellement, c'est simple à appréhender. La double matérialité, c'est effectivement l'incidence de l'entreprise sur les facteurs de durabilité et l'incidence des facteurs de durabilité sur la performance, sur la valeur de l'entreprise. Bon, jusque-là, on se dit, bon, ok, mais sauf qu'en termes de déploiement opérationnel, c'est quand même pas si simple. Et c'est bien pour ça que l'EFRAG a sorti cet été une guidance de 46 pages pour donner beaucoup plus d'éléments pragmatiques pour aider les entreprises à mettre en place cette analyse. On a quand même ESRS 1 qui nous donne aussi beaucoup d'informations sur comment on fait une analyse de double matérialité. Donc on voit que c'est quand même la pierre angulaire de cette CSRD. Et c'est surtout que c'est cette analyse-là qui va permettre de circonscrire les sujets que l'entreprise devra vraiment développer dans son rapport de durabilité. Mais c'est surtout ce qui permettra aussi de justifier auprès de l'auditeur des sujets, enfin d'auditeur et évidemment de toutes les parties prenantes, justifier pourquoi on ne retient pas un sujet comme matériel. Et on a toute une démarche méthodologique précise à respecter et qui sera important de faire dès la première année. Et quand tu parlais des parties prenantes, effectivement, les ESRS n'obligent pas la consultation des parties prenantes. Par contre, ils obligent à prendre en compte le point de vue des parties prenantes. La subtilité est légère, mais c'était pour éviter de contraindre les entreprises en obligeant à consulter toutes les parties prenantes. Mais on voit évidemment que comment prendre en compte le point de vue des parties prenantes sans aller un minimum les voir et les questionner, on se priverait d'une information qui est juste capitale pour l'entreprise. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que très rapidement, pour pouvoir établir un rapport de durabilité, la première étape, c'est d'identifier les enjeux qui sont matériels selon la méthodologie donnée par l'EFRAG, qui permettra de justifier les sujets qu'on doit traiter de ceux qu'on peut ne pas traiter parce qu'ils ne sont pas matériels. Et la méthodologie, elle est quand même assez stricte, donc il est vraiment nécessaire d'être assez rigoureux dans la démarche. Et enfin, le quatrième levier qu'on a pu identifier, c'est les systèmes de reporting. En fait, on a posé deux questions. Une première question, c'est sur le sujet des process internes, du contrôle interne. Le deuxième, c'est sur les outils utilisés. En termes de contrôle interne, il y en a environ, vous voyez, à nouveau, 7% qui sont vraiment très bien organisés, 30% de plus qui ont des process de collecte, mais où on peut commencer à vérifier la fiabilité. Et puis après, où c'est de la collecte partielle. Donc, ils collectent déjà pas mal d'informations, mais ils ne sont pas vraiment outillés pour avoir un processus de contrôle qui est robuste et qui, demain, justement, devra être partagé avec l'auditeur. Et ensuite, deuxième point, et alors, vous utilisez quoi comme logiciel ? Le champion, toute catégorie Excel, comme d'habitude. Donc 61% utilisent Excel, et puis ensuite des outils autres spécialisés, vous voyez, environ 15-20%. Certains l'ont développé en interne. Assez peu, mais au final, c'est vrai qu'il y a des outils de finance qui se mettent aussi sur le sujet. Mais là, voilà, clairement, nous, de notre point de vue, des DPEF audités, des DPEF audités sur la base d'un Excel, t'en as vu pas mal, Delphine. Mais probablement que là, il va falloir changer de braquet, notamment pour l'automatisation, le tagging dont tu parlais précédemment, etc. Oui, exactement, Arnaud. Les DPEF aujourd'hui sont beaucoup établis sur Excel. Excel, c'est un bon outil, on l'utilise tous. Demain, étant donné le nombre colossal d'informations à communiquer qui sera beaucoup plus important que dans la plupart des DPEF qui sont établis aujourd'hui, on voit qu'Excel va vraiment atteindre ses limites, d'autant que là, on aura aussi des regroupements qui seront à faire. C'est-à-dire que selon les sujets, on pourra peut-être regrouper des données par zone géographique, par filiale, par secteur d'activité. On aura donc des regroupements d'informations qui nécessiteront d'avoir une donnée qui est dans un outil qui soit beaucoup plus structuré qu'Excel. Et pour avoir fait beaucoup d'audits de DPEF sur Excel, c'est quand même rare de ne pas trouver d'erreurs purement arithmétiques, des problèmes de somme, et c'est normal. Mais donc on voit quand même qu'Excel a ses limites et l'outil va vraiment être indispensable, et notamment étant donné qu'on veut que les exigences en matière d'information de durabilité soient les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui sur les informations financières. On voit qu'en termes de pistes d'audit fiables, ce qu'on emploie quand on fait de l'audit financier, on a besoin d'avoir la traçabilité de toute l'information, d'avoir les pièces. Eh bien, l'outil sera essentiel pour pouvoir assurer cette traçabilité, assurer le stockage des données,
savoir qui a rentré la donnée, en termes d'homogénéité de l'information, hein, quand on a beaucoup de filiales, Excel, c'est quand même un peu une usine à gaz pour aller chercher les informations dans tous les sites. Quand on a un outil commun où chacun peut se connecter, c'est quand même beaucoup plus simple. Et l'outil aujourd'hui, c'est juste indispensable quand on démarre un accompagnement d'entamer une réflexion sur l'outil. Parce qu'on pourra avoir le meilleur process du monde, sans outil, ben non, ce ne sera pas le meilleur du monde. Donc l'outil, c'est vraiment essentiel et c'est aussi pour ça que nous, on s'est rapproché justement d'une société, qu'on a racheté une société qui est spécialisée sur le reporting ESG, parce qu'on voit bien qu'une des premières questions, c'est bah oui, mais qu'est-ce que vous nous conseillez comme outil? Donc il y en a beaucoup aujourd'hui sur le marché, mais c'est vraiment essentiel de benchmarker, de se renseigner sur les outils qui existent pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Merci beaucoup. Et on a également profité de cette enquête pour demander aux entreprises qu'elles attendaient comme accompagnement, comment on pouvait les aider pour accélérer. Et finalement, les réponses nous ont quand même beaucoup surpris. Vous vous rappelez, au début, je vous disais, il n'y en a que 13% à peu près qui sont à un bon niveau de maturité et qui comprennent bien ce que c'est la CSRD. Il y en avait près de 20% qui ne savaient pas du tout ce que c'était. Mais il n'y en a que 30% qui disent, tiens, j'attends une aide extérieure pour avancer. Quand on creuse un petit peu dans les réponses, besoin de soutien pour se conformer à la CSRD, il y en a près de 50% qui disent « vous inquiétez pas, je me débrouille toute seule ». Vous voulez être formé? Non, non, vous inquiétez pas, c'est facile, je me débrouille tout seul. 15-20% qui refusent carrément d'être accompagnés. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression de voir l'inverse, c'est-à-dire au début ils nous disent oh là là on n'y comprend rien à cette histoire et on n'est pas du tout mature, et là on leur dit alors vous voulez un coup de main? Non non c'est bon, vous inquiétez pas, on gère. Donc voilà, peut-être, moi je pense que c'est que finalement, c'est dans ce dernier trimestre que tout le monde va creuser un petit peu. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises ont besoin d'une armée de consultants pour les faire avancer sur le sujet. Loin de là, il y en a qui sont hyper matures et qui ont juste besoin d'un petit coup de main pour finalement comprendre la norme en 3 jours au lieu d'y passer 15 jours. Mais il y en a qui sont à des années-lumière d'y arriver, par contre. Donc il y a un peu tout. Et après, donc, on voulait savoir ce qu'ils attendaient ensuite de ton travail, Delphine. Donc, sans surprise, un peu le régalien de l'auditeur, la conformité, la sincérité. Mais en fait, ils vont attendre aussi de l'auditeur demain qu'il les aide à progresser. Et donc là aussi, ça nous donne des éléments sur le fait que la CSRD est parfois vue comme aussi un outil pour établir sa stratégie. Et ensuite, je crois que c'était la dernière question. La dernière question, on leur a dit alors, vous êtes plutôt confiant, vous êtes plutôt curieux, vous êtes plutôt sceptique, vous êtes plutôt réticent, plutôt inquiet. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'ils ne sont pas très confiants. Donc là, ça nous ramène, je pense, à la pédagogie, à l'explication, à essayer de simplifier au maximum. Ils sont quand même plutôt curieux, quoi, hein. Ils ne sont pas sur le siège passager, ils ont envie d'avancer. Les entreprises ne semblent pas être très sceptiques, donc elles vont l'utiliser, elles vont y aller. Pas très réticentes non plus, hein, donc ça, voilà, c'est quand même des petites proportions, mais non plus pas très inquiètes. Voilà, pas très inquiètes pour l'instant, puisque c'est en lien avec ce qu'on a vu à la page précédente. Mais en tout cas, nous, ces informations, elles nous sont très utiles parce que on voit qu'aujourd'hui, la porte d'entrée, vraiment le premier pas, c'est arriver à comprendre ce qui se cache derrière ces ESRS, ces E1, ces G1, ces S2, etc. Arriver à comprendre la pédagogie, la formation, c'est de toute façon la première étape pour se mettre à la CSRD. Et les 4 principaux, voilà, rappelez ici les quatre principaux leviers d'action. On vous disait, hein, la gouvernance, c'est incontournable. Je pense que Delphine nous a montré qu'il y avait des sujets de gouvernance à tous les étages dans les 12 normes. Donc on ne peut pas l'éviter et avoir son comité de direction qui n'est pas impliqué là-dedans. Ça semble tout juste impossible. Deuxième point, gap analysis,
savoir tout ce qu'on fait déjà. On a des clients qui vont être Bicorp, Lucie, Global Compact et encore d'autres certifications, plus qui remplissent 3 questionnaires pour leurs investisseurs. Bon, ceux-là, lorsqu'on met tout à plat, finalement, l'écart, il n'est pas énorme. Hein. Donc ceux-là, même s'ils ont l'impression de ne pas être prêts, en fait, ils le sont déjà. Ils ne sont peut-être pas prêts pour s'améliorer, tout structurer, mais en fait, ils ont déjà coché toutes les cases. Donc ce gap analysis, essentiel pour savoir d'où on part. Troisième point, la matérialité. La matérialité, pourquoi? Parce que les ESRS, maintenant... la façon dont ça a été validé, finalement, ça repousse une grosse partie de la responsabilité sur la relation entre l'entreprise et son auditeur. Donc, Delphine vous l'a dit, à part sur le changement climatique, vous n'avez rien besoin de justifier. Mais par contre, le rôle de l'auditeur, ce sera de vous demander des justifications, mais qui resteront en petit comité. C'est-à-dire ces justifications, ce sera dans vos discussions avec l'auditeur et pas dans votre rapport, mais ça pourra l'amener à donner un avis défavorable éventuellement. Et ensuite, le dernier point, c'est le reporting. Là, les entreprises, notamment les new joiners qui vont commencer en 2025, elles ont encore un peu de temps. Donc nous, on leur conseille de choisir un outil, de se mettre directement sur un outil. Donc nous, on en a un à disposition, Acte 21, mais il y en a d'autres, et puis ça dépend de l'historique de l'entreprise. Mais on leur conseille de se mettre dès maintenant à utiliser un outil parce que ça va vraiment leur faciliter la tâche pour la suite. Et Delphine, je te laisse conclure. Pour conclure, voilà, sans vous lire tout ce qu'il y a à l'écran, en fait, la CSRD, mais même si ça paraît encore des choses intuitives, c'est de se dire c'est pas juste un exercice de conformité. En fait, elle est juste là pour obliger les entreprises à nourrir des réflexions pour modifier leur modèle d'affaires, pour intégrer les sujets de durabilité dans leur pilotage, puisque de toute façon, aujourd'hui, même quand on rachète une société ou un groupe, on ne peut plus ignorer tous les sujets ESG. Donc, c'est juste en fait du bon sens. Et cette nouvelle directive et ces nouvelles normes, elles viennent juste officialiser et contraindre, pour ceux qui ne seraient pas encore complètement convaincus, les entreprises à communiquer, à engager des démarches pour que tout simplement, pour assurer leur pérennité tout simplement, et qu'on essaie d'être un petit peu plus vertueux dans ce monde qui bouge beaucoup. Donc, et puis, je ne vais pas vous reciter, mais c'est évidemment un outil de fidélisation des collaborateurs. C'est vraiment, il n'y a que des bénéfices en fait à engager des démarches RSE, mais ça, je pense que si vous êtes ici, vous le savez déjà. Donc, faut y aller, il faut plutôt voir ça comme une vraie occasion de s'outiller, de réfléchir. Et on le voit, nous, dans les premiers accompagnements qu'on peut avoir, on a beaucoup d'entreprises sceptiques qui y vont parce qu'elles n'ont pas le choix. Et en réfléchissant, en posant les sujets, sur le coup, ils disent non, mais ça ne nous concerne pas, le changement climatique, nous, on est dans des bureaux, ça ne nous concerne pas. Et en fait, en discutant, on arrive à soulever des débats. Et quand on ressort, on dit ouais, en fait, c'est intéressant. Au-delà même, ils ont complètement oublié la réglementation. Ils disent ouais, on n'avait jamais réfléchi à ce sujet-là. Et vous avez raison, on a peut-être des choses à faire pour améliorer aussi le bien-être de nos salariés. Donc c'est que du plus. En fait, c'est que du plus. Moi, j'en suis juste convaincue et je pense que les choses commencent à évoluer et beaucoup en sont convaincus. Mais voilà, il faut continuer à en parler et à surtout dédramatiser l'exercice, même si ça reste un investissement en temps important. Ce ne sera que de l'investissement pour l'avenir. On a terminé. Il nous reste une bonne dizaine de minutes pour des questions, si vous en avez. Oui, alors je ne sais pas s'il y a un micro d'ailleurs. Moi, je peux passer un micro, j'en ai un ici. Merci. J'avais une question par rapport à la réglementation sur la CSRD, justement. Est-ce que la réglementation impose des méthodologies de reporting aux entreprises, notamment sur la partie climat, carbone? Est-ce qu'on va avoir, parce qu'évidemment, on a le calcul au réel, on a le calcul au chiffre d'affaires, donc les deux ne sont pas forcément égales, donc, notamment en termes de précision pour l'entreprise, pour comprendre son impact, mais aussi pour les institutions, pour vérifier ce que fait l'entreprise réellement. Donc, est-ce qu'on a déjà des contraintes réglementaires sur ces méthodologies à adopter? Et est-ce que c'est un point de stress pour les entreprises, justement, avoir la meilleure méthodologie pour pouvoir appliquer ces reporting et mieux comprendre son impact? Alors, sur les méthodologies, en fait, dans les derniers projets de normes, il y a eu une suppression des... En fait, au départ, les normes ESRS faisaient référence à justement des référentiels, par exemple l'IAJ protocole,
Donc, ils ont enlevé en fait ces références-là. Néanmoins, sous-entendu, ils ne veulent pas imposer des méthodologies. Par contre, évidemment, il n'empêche qu'il va falloir se baser toujours sur des méthodologies reconnues. Alors, sur le bilan carbone, on a la méthode de l'ADEME, on a le GHG Protocol. Mais en fait, c'est toujours une histoire de transparence. En fait, il faudra expliquer la façon dont vous avez calculé vos émissions. Et sur les autres sujets, c'est la même chose. Il n'y a plus de référentiels cités parce que ce sont des initiatives parfois privées. Enfin, ils n'ont pas voulu contraindre en mettant des référentiels. Mais il y a des templates qui sont mis en annexe des ESRS pour donner des exemples, des modèles. Il y a des définitions qui sont précisées. On peut pas, un taux d'accident de travail, on ne peut pas le publier n'importe comment. Il y aura des définitions. Donc il y a quand même beaucoup déjà d'informations qui sont données. Dès lors que ce n'est pas donné, évidemment qu'il faudra toujours être très transparent sur la source qui nous a permis de faire des calculs, comme vous disiez, notamment en matière de BGS. On sait bien à quel point les méthodes peuvent être différentes et plus ou moins fiables. C'est toujours la transparence qui doit primer, comme actuellement pour les bilans carbone que les entreprises doivent faire quand elles y sont obligées. Et par contre, chaque indicateur est quand même bien exprimé. Oui, c'est des émissions par euro de chiffre d'affaires ou autre. Tous les indicateurs sont bien cadrés. Mais c'est vrai que pour un bilan carbone, une fois qu'on a dit émissions par euro de chiffre d'affaires, c'est qu'est-ce qu'on met derrière les émissions. Et là, c'est un peu moins précis. Et sachant que, vous l'avez vu, pour les moins de 750, le scope 3 n'est pas obligatoire pour l'année 2025. Oui, vous avez mentionné l'analyse de la double matérialité avec la méthodologie avec 46 pages, c'est ça? En fait, il y a une guidance qui s'appelle un guide, mais qui n'a pas de valeur réglementaire, mais qui a été publié par les FRAG pour aider les entreprises, parce qu'il y avait énormément de questions sur à quel niveau on évalue la matérialité, est-ce qu'on se place au niveau du site, de la filiale, du secteur. Enfin, il y avait énormément de questions, et donc là, le guide permet c'est un guide pratique qui essaie d'évoquer plein de cas pour aider les entreprises à mieux appliquer l'analyse. Et justement, ma question, c'est concernant ce guide, si les entreprises appliquent cette méthodologie, les auditeurs, ils vont se baser aussi sur comme référentiel ce guide pour. Oui. Pour l'auditeur, c'est aussi une source d'information utile. D'accord, voilà, c'était juste ma question pour pas que. La tâche de l'auditeur demain, elle ne sera pas simple, parce qu'on va aussi valider beaucoup d'informations prospectives, des hypothèses. Donc exactement, oui, c'est aussi un guide pour l'auditeur. Tout d'abord, merci pour votre présentation et pour l'ensemble des éléments que vous avez avancés. Alors, je suis formatrice consultante sur la thématique en particulier du reporting ESG depuis la loi NRE et l'évolution des différents textes en fait, réglementaires en la matière. Et je pense que la population présente aujourd'hui ici, je suppose qu'ils sont aussi intéressés par cette thématique. Moi, j'ai l'impression que cette CSRD elle est en train de régresser le reporting et non pas le faire avancer. Et je vais vous dire pourquoi. Et là, j'aimerais bien avoir l'avis de la population présente aujourd'hui ici. On parle de double matérialité, c'est-à-dire qu'on ne va pas on va tenir en compte un sujet, on n'en prend en considération que si on a la matérialité d'impact et la matérialité financière. Alors, si je suis basée dans un pays, j'ai une filiale, où pas forcément je vais avoir des répercussions financières parce que je suis en train d'exploiter des terrains ou d'avoir un impact sur la biodiversité qui est néfaste ou sur les droits humains. Alors aujourd'hui, ça ne se présente pas vraiment un vrai risque aujourd'hui, cette double matérialité, surtout pour les gens qui sont vraiment aujourd'hui engagés sur les thématiques de la RSE. Je pense que l'ISO 26000, qui est la norme en fait, de référence en la matière, elle insiste sur la transversalité de l'approche, c'est-à-dire qu'on doit traiter de toutes les questions. Avec la double matérialité, j'ai l'impression qu'on va éliminer ce qu'on a envie d'éliminer. Voilà. Enfin, oui et non. Oui, mais il y a une marge de manœuvre aujourd'hui qu'on offre aux entreprises, surtout quand on œuvre et quand on a des filiales dans des pays. En Afrique, je travaille sur le continent africain, j'ai une boîte de conseil de formation là-bas et j'accompagne des entreprises. Et donc, j'ai une connaissance du terrain et je sais très bien comment les entreprises mères aussi peuvent esquiver certaines questions qui sont sensibles. Donc, je pense que c'est ça le risque. Il faut qu'on soit aussi, nous, consultants, à ne pas trop aller dans ce sens-là, à se dire, voilà, ça n'a pas de répercussions. Il faut vraiment avoir une vision plutôt long terme. Peut-être aujourd'hui, ça n'a pas de répercussions financières, mais sur le long terme, ça va l'être.
Et fort heureusement, je dis aujourd'hui qu'il y a la directive européenne de droit de vigilance qui, à la limite, elle va obliger, elle va un peu rectifier le tir. Voilà, c'est le ressenti que j'ai. Et une invitation à tous les acteurs aujourd'hui ou les consultants en reporting de faire attention à une application stricto sensus de cette double matérialité. Il faut creuser, il ne faut vraiment pas voir le court terme, et surtout quand on a une entreprise multinationale. Voilà, c'est juste ce que je voulais avancer. Merci pour ce retour. Alors, ce que je peux répondre, c'est que c'est où donc, justement, la double matérialité, c'est soit on a un impact, soit l'entreprise a un impact sur l'environnement, avec un grand E, soit l'environnement a un impact sur l'entreprise, la société, les facteurs de durabilité. Donc c'est où, il ne faut pas forcément avoir et une matérialité financière et une matérialité d'impact pour que ce soit reconnu comme matériel, justement. C'est bien tout l'intérêt, c'est que les entreprises qui polluent, qui aujourd'hui ne sont pas sanctionnées, et n'ont pas d'incidence sur leurs résultats directs, alors même qu'elles émettent beaucoup dans l'atmosphère, demain, elles devront communiquer, alors même que voilà, ça ne pèse pas encore sur leur rentabilité. Et là, ce que vous disiez justement, c'est un vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la toute petite filiale qui pèse 0,1% du chiffre d'affaires à l'échelle du groupe et qui a un impact environnemental fort localement. Est-ce qu'on, justement, au motif, parce qu'en fait, dans les critères de l'EFRAG, on a une notion de scope, scale, remédiability, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il y aura une notion d'importance, une notion d'échelle, sous-entendu quelque chose d'assez important, mais qui est vraiment epsilonesque à l'échelle du groupe. À un moment, on ne va pas déployer l'artillerie lourde pour traiter ce sujet. Mais attention, si le sujet est extrêmement grave localement, quand bien même l'importance est minime en termes financiers ou en termes de... On va dire s'il y a très peu de salariés dans la société, mais que s'il arrive quelque chose, ça pouvait avoir un préjudice très important pour le groupe, il faudrait le prendre. Quand on dit l'importance, ce n'est pas que en termes de chiffre d'affaires ou d'effectifs. C'est si je pollue une rivière locale alors que ma filiale est toute petite, ça peut avoir un préjudice colossal pour le groupe. Et là, oui, il faut quand même s'en emparer. Et c'est tous ces sujets qui sont difficiles à appréhender, c'est de se dire, est-ce qu'il faut descendre dans un détail important, mais oui, il faut au moins se poser la question, on va dire. Et c'est vrai que côté conseil, vous avez raison. En fait, je pense que ça laisse beaucoup de... En fait, ça donne beaucoup de responsabilités aux consultants, à ceux qui construisent la matrice, qui que ce soit, et aux auditeurs. Parce que nous, on voit déjà le truc venir. Quand dans les fameuses 40 pages dont tu parlais, il y a un système de notation des enjeux. Donc ça dit, a priori, si c'est au-dessus de 8 de mémoire, si votre calcul donne au-dessus de X, à ce moment-là, ça devient matériel. On voit bien les discussions que demain, on va avoir avec les comités de direction en disant « Ah bah oui, mais regardez, votre crayon à glisser, c'est à 7 et c'est pas à 8, donc tout va bien, quoi. Donc il va falloir qu'on arrive... C'est pour ça que la justification, elle est importante dans la matérialité. Il faut qu'on fasse ça avec le plus de justification possible, en étant le plus clairvoyant et honnête possible, pour que derrière, les auditeurs ils puissent aussi avoir un regard assez critique basé sur des justifications. Moi, j'ai une question juste rapide. Est-ce que, à la fois côté audit, notamment dans votre échange avec les entreprises pour savoir ce qui est matériel ou pas, et côté conseil pour définir les stratégies de durabilité qui vont être importantes pour leurs parties prenantes, est-ce que les entreprises connaissent ou est-ce que vous discutez avec elles des indicateurs PAI qui sont les 14 indicateurs obligatoires côté investisseurs, donc pour les financiers, et qui vont devoir reporter sur tous leurs investissements et qui ne sont pas, depuis la CSRD et le côté matériel, qui ne sont pas tous obligatoires pour les entreprises. Sur les PAI, donc dans la SFDR. Donc là, ça dépend donc du contexte, forcément, de l'entreprise, si elle a des financeurs qui doivent répondre à la SFDR. Mais c'est vrai que nous, on part un peu du principe que les PAI seront finalement obligatoires, quoi. Mais de toute façon, en fait, c'est pas tout à fait écrit comme ça non plus, si je me trompe là, pas. vous voyez, afin de s'aligner avec d'autres lois européennes, SFDR, Climate Law, les entreprises devront publier dans leur rapport un tableau avec 60 informations quanti et quali, c'est-à-dire que évidemment que la CSRD est compliant SFDR, c'est-à-dire que si vous ne publiez pas un indicateur qui est imposé par la SFDR, et notamment les fameux PAI, il faudra justifier. C'est-à-dire que aujourd'hui, de toute façon, on voit bien qu'il y avait une nécessité que la CSRD soit
complètement compliant avec les différentes obligations européennes, puisque de toute façon, la SFDR exige déjà un certain nombre d'informations en termes d'indicateurs. Donc là, demain, la CSRD dit qu'il faudra publier les informations requises par la SFDR, sauf si vous estimez que vraiment c'est non matériel, et auquel cas, ce sera comme ESRSE1, il faudra justifier la raison pour laquelle vous ne publiez pas l'indicateur requis par d'autres lois, parce que ça, c'est vraiment non matériel pour vous. Donc ça, c'est prévu explicitement. Et il y a même un tableau qui est prévu justement avec tous ces indicateurs obligatoires d'environ 60 informations. Et il faudra à chaque fois expliquer si oui ou non vous avez donné l'information. Donc il y a vraiment une volonté d'interopérabilité qu'ils appellent entre les différents référentiels, entre la CSRD et les différents référentiels. Bon, ben, merci beaucoup. Il est quart. Je crois qu'on doit laisser la place à nos successeurs. Donc écoutez, je vous souhaite un très bon salon et merci pour vos questions et votre attention.